Bonjour à tous, bonjour dans cette 4e émission de Tête à Clash avec 2 habitués et 2 nouveaux. Et je vais commencer par les nouveaux. Yves Christen, vous êtes scientifique et écrivain et on a découvert que vous aviez un petit accent de Marseille. Oui, mais écoutez, je ne me rends pas compte parce que je ne l'écoute pas moi-même. D'ailleurs, en règle générale, quand j'ai l'occasion de m'entendre, j'aime pas beaucoup ma voix. D'accord, ça c'est habituel, tous les humains sont comme ça, il semblerait. Gérard Delépine, vous êtes oncologue et orthopédiste, on m'a même dit plutôt orthopédiste et oncologue. C'était dans ce sens-là qu'il fallait. J'ai effectivement d'abord été chirurgien de l'os, donc orthopédiste, avant d'être oncologue. D'accord. Et vous êtes également auteur d'un livre que vous avez coécrit avec votre épouse. Oui, deux livres d'ailleurs, mais le dernier est beaucoup plus centré sur les problèmes politiques d'administration de la santé. D'accord. Et je pense donc qu'ils sont d'actualité. On prétend donner quelques idées à nos présidentiables qui parfois paraissent en manquer en matière de santé ou celles qu'ils avancent sont parfois très attristantes. D'accord, on va en parler tout à l'heure parce qu'un des sujets qu'on va aborder, c'est l'absence de la culture et des sciences dans cette campagne. Nos 2 autres invités qui sont donc des habitués, c'est Christian Combaz qui est essayiste. Voilà, pas d'accent marseillais à nous signaler. Romancier aussi. Romancier également, très bien. Et Charles de Bourbon-Parme, monseigneur. Bonsoir, chers amis. Très bien. Ravi d'être de retour. Gérant d'entreprise. Voilà, merci. Ok. Alors, je vais demander aux 2 nouveaux, à Monsieur Delépine et à Monsieur Christen, de nous donner, Monsieur Christen, je commence par vous, Yves, de me donner votre pronostic. On est à 3 jours là, hein, le jour où on tourne cette émission. On est à 3 jours de la fin de la campagne officielle. Et je vous demande de m'expliquer pour qui vous pensez, enfin qui, je vais y arriver. Hein, allez-y. Qui vont être les 2 finalistes de cette présidentielle. De manière générale, dans mes pronostics, je me trompe toujours. Hein. Oui. Je crois que mes analyses sont bonnes, mais en général, je me trompe. Non, mon pronostic au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt Le Pen-Fillon. Le Pen-Fillon, d'accord, parce que vous avez senti... vous avez été un moment sur un Macron-Le Pen ou... Non, parce que je crois, si vous voulez, que sur le plan sociologique, il n'y a pas 20% de gens d'extrême gauche en France, et que donc je doute que Mélenchon atteigne ce score. Et quant à Macron, c'est plus compliqué, mais je ne crois pas que la base sociologique réelle que peut représenter Macron puisse atteindre ce chiffre de 20%. Ceci dit, je sais bien que dans le cas de Macron, des gens qui ne sont pas du tout de son bord vont voter pour lui par méconnaissance de son projet. D'accord. Très bien. Et vous, Monsieur Delépine, Gérard? Moi, à propos des pronostics en général, je suis très fidèle à Bernard Shaw. Oui. Il est très facile de prévoir le passé. Pour le futur, je ne crois vraiment qu'aux élections, c'est le seul sondage qui m'intéresse. D'accord. Donc on n'aura pas de je n'ai pas de pronostic, ça me paraît être un jeu... un peu puéril. D'accord, très bien. Bon. Et surtout, autant pour moi, ça a quand même un inconvénient, c'est que les pronostics sont en fait actuellement utilisés comme argument électoral. On essaie de diriger le vote des Français en leur assémant des pronostics sans arrêt. D'accord, ça j'entends cet argument. Ils sont de moins en moins sensibles. Bon, heureusement. Alors, premier défi de notre émission. J'ai pris l'habitude de demander de manière un petit peu incongrue à 2 de nos invités de défendre des camps qui ne sont pas forcément les leurs. Et donc j'ai demandé cette fois-ci en 2 minutes, hein, donc ça va aller très vite, donc Christian, vous n'allez pas trop souffrir, de me défendre François Fillon. Vous allez me dire pourquoi en fait vous pensez qu'il faut voter pour François Fillon. Quels sont vos arguments? À titre liminaire, je veux dire, je suis romancier, donc c'est un personnage de roman pour moi. Parfait. Et je le défends comme personnage de roman. Donc allons-y, vous avez 2 minutes. Alors, c'est un personnage qui est indubitablement investi dans son œuvre personnelle très fortement. Son courage, à la fois physique et moral, devant l'adversité, est quand même très étonnant. Beaucoup de gens à sa place se seraient effondrés, auraient cherché des faux fuyants. Par exemple, on ne peut pas imaginer à un instant une résistance pareille, c'est-à-dire aussi déterminée chez François Hollande, qui est vraiment la moule par excellence à côté.
C'est-à-dire, l'avantage de François Fillon, c'est que c'est quand même un type qui passe pas sa matinée à téléphoner pour qu'un tel fasse une chose pour un tel autre. Il y va un peu plus directement. C'est marrant, on vous demande de défendre François Fillon et vous finissez par taper sur François Hollande. Donc, il a au moins une vertu, qui est une vertu au fond assez traditionnelle dans le jeu politique français, c'est que c'est ce qu'ils appellent un battant. C'est qu'effectivement, c'est un type qui se lève le matin, alors qu'il aurait toutes les raisons de ne plus le faire, pour y aller, parce qu'il pense que ça va passer quand même. Donc effectivement, ça c'est relativement admirable. L'autre chose qui est assez admirable, si elle n'est pas jouée, c'est sa cohésion familiale. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'auraient pas promené leur femme à ce point-là. Là, visiblement, il y a un lien assez fort, qui, en tout cas, de façade. Vous parlez du fait qu'il donne un emploi à ses enfants et à sa femme. Non, je parle de sa femme qui consent quand même à jouer le jeu. Donc, soit il y consent comme une victime, soit il lui inspire un respect et un humour qui méritent d'être remarqués. D'accord. Donc, si je synthétise, homme familial et homme de résistance, c'est pour vous 2 arguments pour voter pour François Fillon. Je pense que ça va ensemble. Il se sent, même l'UMP, pour lui, est une famille. D'accord. Donc c'est un homme de famille, un peu de clan, peut-être moins que Sarkozy, qui lui est vraiment un homme de clan. Bon, mais voilà. Écoutez, vous avez fait les 2 minutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cet effort-là. C'était pas trop pénible pour vous? Un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Bon. Parce que vous n'avez pas les stigmates qui vous poussent pour autant, on est d'accord. La force, j'ai dit qu'il était fort, mais j'ai pas dit qu'il était vertueux. La force et la vertu ne vont pas toujours ensemble. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, notre deuxième contender, Charles de Bourbon-Parme, qui lui va nous dire en 2 minutes pourquoi, à son avis, il faut absolument voter Marine Le Pen. D'abord, merci beaucoup de m'avoir choisi pour cet exercice. Merci aussi d'avoir choisi Marine Le Pen. Oui. Peut-être, Monsieur Poutou aurait été peut-être Mais un petit peu plus compliqué. je reconnais que Poutou ça aurait été bien aussi. Voilà. Ouais. Alors, Marine Le Pen, oui, alors évidemment, c'est le charme féminin, c'est une des premières choses qui peut-être apportera vers, bien qu'elle ne soit pas la seule femme à se présenter. Non, c'est vrai que j'aurais pu aussi vous demander de défendre Nathalie Arthaud. Oui, je m'en sors bien. Je m'en sors bien là aussi, merci beaucoup. Oui. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. D'accord. Ceci dit, Marine Le Pen part dans des explications que j'adhère évidemment à 100%. Oui. C'est pour ça que je vais voter pour elle, comme vous me l'avez demandé. Ça, si on le coupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le principe on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui. Alors j'irai dans ce sens-là, oui, tout à fait, et que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, mais ça c'est pas des arguments pour voter Marine Le Pen. Non, mais ce sont des arguments qu'elle utilise. D'accord. Donc je reprends certains de ces arguments pour expliquer pourquoi j'irai dans ce sens-là. D'accord. Donc quand je l'écoutais... Donc on a la famille d'un côté, la famille et la résistance avec Fillon, et avec Marine Le Pen, pour vous c'est plutôt la charité. Ok. Voilà. Et puis elle a. Alors je tournerai ça comme ça. Oui. Elle parlait. J'écoutais parce que j'écoute tous les candidats évidemment pour me faire une opinion. Et elle parlait des problèmes syriens. Et elle a présenté ça d'une façon, voilà, comme je l'ai compris, elle dit que Monsieur Assad, finalement, elle pose une question, est-ce que Monsieur Assad est une menace pour le monde? Alors on va dire non. Maintenant on va dire, est-ce que Daesh est une menace pour le monde? Alors là on répond oui. Maintenant on essaye de comprendre comment il faut-il faire pour la Syrie. Et je trouve que sa façon de voir la chose est assez bonne, voilà, sur ce sujet-là. Donc quand on prend le sujet tel que je l'ai annoncé. Ok, donc 2 arguments pour voter Marine Le Pen, la charité et la Syrie. Voilà. Ok, c'est baroque, mais ça m'intéresse. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette question. Cet exercice. Alors, notre premier sujet, c'est donc on est à 3 jours de l'élection, 3 jours de campagne officielle, et tous les sondages tels qu'ils sortent actuellement pronostique une défaite de Marine Le Pen contre tous les adversaires sérieux, c'est-à-dire les 3 autres, Fillon, Macron ou Mélenchon. Et je voudrais que vous m'expliquiez ça. Est-ce que vous avez un avis? Pourquoi les Français ne semblent pas adhérer et pousser Marine Le Pen jusqu'à la finale? Donc voilà.
Écoutez, ça c'est pas... Pardon, c'est pas surprenant, parce que ça a toujours été comme ça. Je veux dire, ce qui serait surprenant, c'est que brutalement, Marine Le Pen apparaisse dans les sondages comme pouvant être élue, puisque ça n'a jamais été le cas précédemment. Le fait que les sondages la donnent perdante est assez logique. Pour autant, on n'est pas sûr qu'elle le perdrait quand même. Parce que je crois que si elle est contre Fillon, elle ne peut pas gagner. Si elle est contre Mélenchon ou Macron, il existe une chance qu'elle gagne, parce que je pense qu'une fois encore, Mélenchon est limité du fait de la limite sociologique du pourcentage de gens d'extrême gauche en France. Quant à Macron, c'est un autre cas de figure, mais elle a au moins en théorie la possibilité d'orienter le débat sous l'angle mondialisme ou anti-mondialisme, et de convaincre quand même une masse importante de Français que, en définitive, prenez quand même des gens de gauche qui vont voter Mélenchon ou Hamon et qui ne sont pas de purs bobos. Est-ce que, pour eux, la menace principale aujourd'hui en France et dans le monde, c'est la survenue d'Adolf Hitler au pouvoir, ou est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde économique, le chômage, une forme d'arrogance du capitalisme, l'immigration, etc. Si vous posez des questions comme ça, la plupart des Français sont ceux qui sont totalement obsédés par le risque de fascisme, vont dire que ce qui va faire la clé, pardon, je vous coupe, ce qui va faire la clé du deuxième tour, c'est le débat finalement. Ça peut faire basculer la chose. Si Marine Le Pen est contre Macron, ce qui en dépit des sondages qui indiquent qu'elle est battue à chaque fois. Ce qui ferait la clé, c'est le fait qu'elle puisse se convaincre que le départ n'est pas pour ou contre le Front National, mais pour ou contre la mondialisation. Je cède la parole à... Simplement, parce que c'est une question liminaire. Elle est préalable à ce que nous venons d'entendre, c'est que les sondages valent-ils vraiment qu'on s'y intéresse à ce point-là? D'où viennent-ils? Ils sont payés par qui? Quelle est leur base? Comment pose-t-on les questions? Grossièrement, parce que vraiment, quelle réponse leur surjette? Très grossièrement, tous ces instituts, pour la plupart, sont payés par les gens qui ont intérêt à faire capoter un tel ou un tel, ou à promouvoir un tel ou un tel. Donc, en gros, il y a des sondages mainstream, comme il existe des journaux mainstream. Ça, c'est déjà un premier vice dans la procédure. Le deuxième, c'est que l'échantillon, généralement, c'est 1000 personnes à qui on téléphone. C'est hip-hop, c'est 18 000. Il y a quand même beaucoup il faudrait rajouter une énorme marge d'incertitude à cause de ça. On a deux scientifiques ici. Oui, moi je dirais beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, nous avons le problème dans les essais thérapeutiques en médecine. Tous les essais qui se passent pour demander une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament sont positifs. Comme par hasard, quand on fait une étude où les gens ne sont pas payés par le laboratoire, ça n'est plus positif. Et les gens ressentent après les dégâts. Et là, c'est la même chose. Donc, pour un sondage, il faut savoir qui paye le sondage. Et sans cette notion de transparence sur la notion de qui paye le sondage n'a aucune valeur. Non seulement ça, je m'amuse à faire un exercice depuis 10 jours maintenant. Je pose la question aux gens autour de moi. Est-ce qu'une fois dans votre vie, on vous a appelé pour un sondage, mis à part pour les fenêtres, si elles sont moi, ça m'est arrivé il y a une semaine à peine. Jamais. Et vous êtes la deuxième personne que je rencontre à qui c'est arrivé. Apparemment aussi, on peut devenir panéliste, c'est-à-dire qu'on peut se faire payer pour ces sondages. Donc c'est incroyable. Mais la première personne qui a été sondée, elle l'est continuellement. Elle me dit toutes les semaines, on appelle. Donc vous récusez le fait que les sondages... Moi, j'ai beaucoup suivi la campagne américaine. La veille du vote, il y avait marqué 66% pour Hillary. On se foutait de nous. Partout. Et pour alors là, l'autre scandale absolu, c'est la perception de ce candidat a-t-il été bon ou non lors d'un débat. On nous annonce Macron comme excellent après un débat où il a été plus que tiède, il a été absolument transparent. Et on voit que dans le Midi Libre, il a 29% d'opinion favorable. On se fout de nous. On peut pas aller si loin quand même. Je partage ce scepticisme, mais globalement, on ne peut pas considérer que les sondages ne sont rien. Ça représente quand même quelque chose, une forme d'approche biaisée de la réalité, mais c'est pas totalement inexistant. Il y a quand même des méthodes de compta. Voilà, il y a quand même une certaine forme de rapport au réel. Le but, c'est une méthode scientifique mais qui est utilisée de manière non scientifique. C'est la même manière que nos statistiques en médecine. La méthode est parfaite, mais le résultat est faux, parce qu'ils sont truqués.
On appelle ça les biais. Hein. En science, c'est plus anodin. C'est pour ça qu'il y a des corrections dans les sondages. Oui, les corrections sont biaisées elles-mêmes. Elles sont corrigées en fonction de celui qui paye. Les sondages influencent. Philippe de Villiers raconte très bien qu'il a payé des sondages favorables et que sa cote est remontée de 5% immédiatement. Dans ses mémoires, là, quand il commente son propre livre il y a quelques mois, on le voit très bien dans un passage vidéo qui dit voilà, je ne comprenais pas pourquoi ça stagnait, je n'avais pas payé qu'il fallait, pof, et ça a démarré ma campagne. D'accord. Il y a quand même une corrélation entre les différents sondages, je ne veux pas les défendre, hein, mais qui donne une certaine forme quand même de cohérence à l'ensemble. Je pense que c'est biaisé, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je ne crois pas qu'on puisse considérer les sondages comme étant quelque chose de totalement insignifiant et sans rapport avec le réel. Mais c'est très important. Il y avait à la télévision l'autre jour, ils allaient dans la rue interroger une dizaine de personnes pour savoir s'ils savaient pour qui ils allaient voter et pourquoi. Alors il y avait des gens qui ne savaient pas. Mais il y avait quand même une femme qui a répondu sur 10 personnes, je suivrai les sondages. Et quand on entend ça, les bras tombent. Mais ça fait partie des mêmes choses que Christian et moi faisons dans les bistrots, puisque lui et moi aimons les bistrots et sans doute poser les questions. Parce que moi, systématiquement, je demande si les gens, ou j'ai écouté également, mais moi, systématiquement, je demande à gauche et à droite si les gens se sont déterminés. Hein, c'est la première question, c'est une manière d'ouvrir le débat. Et effectivement, ça n'est pas un sondage, mais ça a quand même valeur. Je vais juste vous refléter ce que j'ai senti ces derniers jours. J'ai senti le vote Fillon étant en train de monter. Pas partout. Pardon ? Pas partout. Même pas dans la Sarthe. Même pas dans la Sarthe. C'est les sondages qui vous disent ça. Tout le monde nous dit, les vieilles familles catholiques, je suis désolé, moi j'ai été élevé par les jésuites, j'ai le même parcours que ces gens-là. Chez les gens qui sortent de la messe le dimanche, il y a beaucoup de gens qui supportent pas l'idée qu'ils s'en tirent comme ça. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Très bien. Mais donc les sondages, c'est simplement l'application de la notion classique de preuve sociale. Si vous voulez vous assimiler à un groupe, vous devez respecter la règle du groupe. Et les gens qui utilisent les sondages l'ont très bien compris. Ils paient le sondage pour que le résultat impose la preuve sociale et suivre le mainstream. Est-ce que cet argument-là n'est pas récusé par le fait que si les sondages sont en fait commandés par toutes les parties, ils devraient s'annuler les uns les autres? Ils ne sont pas commandés par toutes les parties. Tous les 4 finalistes ont à peu près les mêmes moyens. Tant que nous ne savons pas qui paie le sondage, à chaque fois qu'un sondage doit être publié, on devrait connaître le financement. C'est la transparence. On nous parle partout de transparence, rationnellement, mais on ne l'applique pas. Hein, c'est comme beaucoup d'autres choses que je n'oserais pas aborder ici. Non, mais ce qui est fascinant, il y a un institut dont on entend parler souvent, c'est l'Institut ELAB. L'Institut ELAB, soi-disant, a une vertu d'impartialité. En fait, il est directement issu du même groupe que BFM TV. On se fout de nous, là. D'accord. BFM TV vous dit, d'après Lab, il a été bon. Mais attention, c'est quand même quelqu'un qui est sorti de l'équipe pour dire qu'il a été bon. On s'en fout de nous. Ça dépend des méthodes qui sont... Je ne comprends pas votre mise en cause, Christian, de BFM TV. Il y a des groupes de presse qui détiennent des instituts de sondage, et bizarrement, les journaux des groupes de presse se font... très bien. Voilà, incroyable, enfin. Ils reproduisent parfaitement leur opinion. On n'est pas un peu dans la théorie complotiste, là, pas le moins du monde. Alors, quand vous avez vu les fameux sondages américains qui donnaient à 65% Hillary, mais jusqu'au dernier moment, et 80% ça prouve quoi? Ça prouve peut-être qu'il y a un vote... wishful thinking. Est-ce que c'est pas un vote caché? Non, wishful thinking, ça veut dire que on donne pour impartial des résultats qui sont profondément biaisés. D'accord. Impartiaux, pardon. Mais non seulement ça, mais il y a un pourcentage de gens totalement indécis et l'instinct grégaire... le dernier... Merci. L'instinct grégaire humain fait qu'on ait envie d'être du côté du gagnant. Oui. Donc tous ces gens indécis qui ne savent pas ou qui ne s'intéressent pas ou qui ne comprennent pas vont être orientés par ces sondages parce qu'ils veulent faire partie du groupe des gagnants pour dire ensuite, ah bah oui, j'ai voté pour lui, il a gagné. Et ils se sentent bien comme ça. Donc il y a une sorte d'unanimité. Peut-être, à part vous, Yves, sur quoi, comme quoi les sondages seraient au moins à mettre en cause et souvent des outils de manipulation. Ouais, mais ça répond pas du tout à la question initiale. Si, la question initiale, c'était pourquoi Marine Le Pen n'a pas je vous donne le micro dans 3 minutes. Ok, écoutez, fin de ce round numéro 1. Merci et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Voilà. Rebonjour, round numéro 2 de Tête à Clash numéro 4. On est à quelques jours encore une fois du premier tour, on est dans une grosse partie de gens qui ne vont pas aller voter. Soit parce que dégoûtés par les affaires, soit parce que trouvant que l'offre politique n'est pas suffisante,
pourtant avec 11 candidats, on est bien servi, dont 2 à l'extrême gauche. Bref, moi ce que je voudrais savoir, c'est quels sont vos arguments pour que partout en France, et pas seulement dans les cités qui semblent particulièrement peu enclines à voter, pourquoi les gens devraient-ils aller voter? Quels sont vos arguments? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Mon argument est historique. Ouais. C'est le respect de nos pères, de nos ancêtres. Je veux dire, beaucoup de Français sont morts pour qu'on ait le droit d'aller voter. Et le suffrage universel est très récent. Il a fallu que Napoléon III le rétablisse après qu'il ait été aboli par Napoléon et puis après que De Gaulle rajoute pour les femmes. Donc le suffrage est une conquête très récente. Or, il n'y a jamais de bien acquis si on ne le défend pas. Le fait de ne pas voter met en cause le fait d'avoir le droit plus tard de voter. Et cela est extrêmement sévère. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Il faut que les gens soient convaincus de l'utilité de le faire. Et c'est ça le vrai problème. Vous nous dites nos pères. Mais comme on leur a prouvé récemment, en 2005, qu'on pouvait leur voler le résultat d'une élection... Eh bien, il faut se battre pour faire respecter sa voix. Et il faut exprimer son opinion. Car là, actuellement, on est bombardé de sondages, on va en avoir un en réalité. Et si... la majorité des voix se reportent sur des candidats, par exemple, qui sont pour le Frexit, ça posera un choc dans le public. On ne pourra plus nous raconter qu'on est tous pour l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas encourager les gens à voter. Je crois qu'il ne faut pas encourager les gens à voter. Je pense que c'est une attitude pathologique. Je comprends que les candidats le demandent, mais pourquoi? Parce que l'un des problèmes de la démocratie est justement le fait que toutes les voix sont égales. Et en particulier, il est absurde que, mettons à part les différences de niveau intellectuel ou de connaissance du public, il est absurde de mettre sur le même plan quelqu'un qui est strictement convaincu de tel ou tel choix et quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Vous savez, dans une entreprise, si vous devez juger de quelque chose, M. Le Bourbon-Parme est entrepreneur, s'il demande à des collaborateurs une opinion sur une attitude à suivre, il va plutôt s'intéresser à ceux qui sont convaincus de quelque chose que à ceux qui pensent que peut-être c'est un peu mieux ceci ou cela. Donc je crois que personnellement qu'il ne faut pas, on ne doit pas gouverner la France. Il ne faut pas essayer de forcer les gens à aller voter. Attendez, je voudrais entendre votre argument parce que là il y a je crois que les gens, je crois qu'il est absurde. Toutes les voix ne devraient pas avoir le même poids. Je veux dire par là que celui qui ne sait pas très bien pour qui il veut voter, il hésite entre celui-ci, celui-là. Il est absurde que son vote final ait le même poids que celui qui est strictement. Alors on va pousser ça jusqu'au bout. Comment vous le pondérez? Comment vous pondérez? Il n'y a pas à pondérer. C'est simplement les gens qui n'ont pas une opinion très tranchée, c'est aussi bien qu'ils n'aillent pas voter. On ne peut pas leur interdire de voter. Allons plus loin. Nous sommes dans une population qui vieillit énormément. Oui. Je m'occupe en ce moment au quotidien d'un homme de 87 ans qui ne sait absolument plus de quelle élection il s'agit. Mais son fils va l'emmener voter sous mes... Voilà. Oui. Donc, nous sommes très nombreux à être témoins au quotidien de ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, je vous rappelle qu'au mois de janvier, les socialistes, je ne sais même pas ce qui est advenu de cette proposition de loi, voulaient restaurer la possibilité de voter pour les malades mentaux, car le juge pouvait les en priver. Donc il y avait un peu une sorte de juge des tutelles qui autrefois disait ben non, il n'est pas capable de savoir de quoi il s'agit. Les socialistes voulaient revenir sur cette disposition, je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais donc... Pas à ma connaissance, non. Il y a un problème quand même terrible, c'est qu'il y a une grosse partie des gens qui sont incapables de faire un choix raisonné. Or, ces gens-là, évidemment, à la télévision, les secouent comme des pruniers en disant bah, tu sais pour qui tu dois voter. Mais est-ce que vous généralisez pas le cas de cette malheureuse personne dont vous parlez au reste de la population? En plus, la population vieillit de concert. Il n'y a pas besoin d'avoir 87 ans pour être influencé. La population vieillit de concert en ce moment, donc le problème va se poser gravement dans 10 ans. Les baby boomers... Vraiment, je suis très fidèle à Charles Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire. Je ne dirai pas ça. C'est vrai, mais très honnêtement, on observe tout de même un déclin cognitif à partir de 85, hommes ou femmes. Oui, mais c'est comme depuis très longtemps, tous les politiques un peu cohérents vont faire le tour des maisons de retraite et avec un petit quart. Et avec un petit quart, c'est ça. C'est ce que disait monsieur. C'est particulièrement vrai dans les municipales. C'est ce que disait monsieur à propos de l'illusion de la démocratie. Il y a effectivement une grande illusion qui court et qui va paraître gravissime avec le vieillissement de la population. Les gens que l'on promène d'un côté ou de l'autre vont être de plus en plus nombreux. Bon, alors on a juste
juste résumer, parce que je trouve que c'est quand même assez cocasse, Christian. Et Yves, d'ailleurs, hein, dans une moindre mesure. Mais vous, Christian, vous êtes carrément pour une limite d'âge ou des tests cognitifs avant de passer dans l'isoloir. Alors maintenant, je vais passer la parole à Charles, parce que si ça se trouve, il va nous défendre le suffrage censitaire. Non, pourquoi pas, hein. Il faut avoir donné quelque chose à son pays pour avoir le droit de voter. Moi, je trouve l'idée pas assez intéressante. Okay. Mais alors, par exemple, on ne paye pas d'impôt, on n'a pas le droit de vote? Par exemple. Ou alors l'impôt par le sang, peut-être quand même, le sang versé, c'est un impôt valable. Aussi, tout à fait. Mais est-ce que les militaires... Je regrette de vous avoir poussé dans ce sens-là. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Je dînais l'autre jour avec un entrepreneur chinois qui me disait que eux, ils avaient pas ce problème-là, parce qu'ils n'avaient qu'un seul candidat. Donc les problèmes politiques chez eux, c'était réglé bien à l'avance, etc. Mais mis à part tout ça... La démocratie a plein de défauts, ça c'est mis à part tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que disait Churchill. C'est quand même le moins mauvais. Voilà. Alors, les Belges, c'est obligatoire. C'est peut-être pas la peine d'en arriver là. Maintenant, on pourrait parler du vote blanc également. C'est un sujet intéressant. Est-ce qu'on devrait le comptabiliser ou pas? Mais moi, je pense que le problème du vote vient de l'éducation. Et je pense qu'il faudrait éduquer directement dans les écoles, au départ, les enfants très tôt, à savoir que la culture générale, la culture politique, la culture économique, et que si on n'est pas d'accord, il faut s'impliquer. Un point, c'est tout. Voilà. C'est ce que les médias essaient de faire. Ils essaient d'éduquer les populations pour qu'ils votent exactement dans le bon sens. Parce que l'éducation n'est pas l'éducation de la liberté. Dans l'éducation, il faut aussi donner le sens critique. Malheureusement, il n'y a plus le sens critique. L'éducation telle que nous la concevons en ce moment et telle que nous la voyons pratiquer tous les jours par les médias, c'est une éducation de l'ignorance et du suivisme. Mais ça, je suis tout à fait. D'autres mémoires, à d'autres médias d'émerger pour proposer d'autres choses. Attendez, j'ai fait ce matin même un test sur Google. J'ai voulu droitiser mon Google News personnel. J'ai donc demandé des journaux plutôt de droite. Eh bien, je n'ai pas pu l'obtenir. C'est-à-dire que Google vous dit oui, alors vous poussez tous les curseurs et vous mettez tous les curseurs en bas quand c'est 20 minutes, l'Obs, etc. Eh bien, vous vous apercevez que JDD, Obs reviennent tout le temps. D'accord. Donc, en vérité, on se fout de nous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à induire ces nouvelles quotidiennes vers ce que vous préférez. Il y a une préférence globale qui vous est quand même imposée. D'accord. Alors, je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, va contre ce que vous venez de dire, Christian. Il y a quelques années, il avait été anonymisé les articles de 4 ou 5 canards, Figaro, Libération, l'Humanité et Le Monde. Et puis, en les ayant anonymisés, on les avait présentés à des gens en leur demandant de les réattribuer et leur donner une coloration de droite ou de gauche. Et la plupart des gens se trompaient. Parce que, en fait, dans la plupart des médias, les sujets de fond sont sans couleur politique. S'ils avaient mis en rapport Boulevard Voltaire et Libération, à mon avis, la différence aurait été plus apparente. Entre Le Figaro et l'Express, je vous concède qu'il y a guère de différence. Et ça traduit le fait que tous les journaux disent la même chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont objectifs, en aucune manière. Ça veut dire simplement que la puissance est d'un certain côté ce que nous voyons, parce que tout le monde sait aujourd'hui. Alors on peut trouver que c'est très bien. C'est votre côté Nathalie Arthaud, les puissances de l'argent et le monde capitaliste. Il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, les journaux, globalement, disent la même chose, pensent la même chose, pas seulement d'ailleurs sur le vote, mais sur la politique étrangère. Par exemple, Poutine est jugé méchant par tout le monde. Quelle raison y a-t-il à cela? Aucune. Bachar el-Assad, qui est sûrement méchant par ailleurs, mais il n'est pas plus méchant que d'autres. Vous voyez, il y a les bons et les mauvais, et tous les journaux partagent exactement la même position. Pardon, Christian, Yves, ça veut dire que pour vous, c'est des arguments qui font que les gens se retirent du vote? S'il y avait plus de diversité les gens perçoivent que tout de même, probablement, il n'y a pas une objectivité. Mais quand j'étais jeune, c'était formidable. Il y avait le Parti communiste, il y avait des gens de gauche, de droite, il y avait des journaux de toutes tendances. Moi, j'habitais Marseille, et il y avait un journal à droite, le Méridional, un journal socialiste, le Provençal, un journal communiste, la Marseillaise. Bon, ces journaux défendaient des points de vue différents. Peut-être qu'aucun avait raison, bien entendu, mais au moins le public avait le sentiment qu'il y avait des pensées différentes. Oui. Il y avait l'URSS, les gens de droite estimaient qu'ils étaient méchants, les communistes estimaient que c'était très bien. C'était une
une très bonne chose. Ça, vous oui, mais comprenez. est-ce que c'est pas la nostalgie de la pensée unique? Voilà. Je pense que depuis 30 ans, nous vivons sous le fait qu'il ne doit pas y avoir de conflit. Or, les progrès ne proviennent que des conflits. Et je parle de conflits intellectuels, je ne parle pas de conflits armés. Alors, il y a une chose quand même fascinante, c'est l'émergence de Macron, qui est tellement lisse comme produit de pensée unique, mais il est tellement caricatural que finalement, il joue contre son camp en ce moment. C'est-à-dire que toute cette espèce de concert général obligatoire finit par trouver ses limites, parce que le candidat, s'il était aussi efficace que Tapi, par exemple, ce serait dangereux. Mais il est très peu efficace. Et finalement, il s'effondre de l'intérieur. Plus la caméra se rapproche, et plus on s'aperçoit qu'il y a du vide. Là, vous pouvez juger du résultat du vote. Mais je suis convaincu que les gens voient quand il y a un mauvais acteur, quand le type est mauvais sur le plateau, ils le voient. Et Macron est de plus en plus mauvais. Il est de plus en plus insipide intérieurement. Mais M. Mélenchon l'a très bien dit. Quand il dit, voilà. vous êtes d'accord avec tout le monde. Le problème, c'est que comme on l'a pas être d'accord avec tout le monde. Comme on l'a survendu. Il faut faire des choix. On l'a survendu. Vous avez maintenant dans les médias mainstream des journalistes, notamment des jeunes journalistes, qui, pour ne pas être fusillés demain, disent quand même ce Macron, il dit n'importe quoi. Et ils montrent. Il a dit la même chose et son contraire dans la même phrase. Donc c'est de plus en plus fréquent qu'on entende ça sur des médias. Mais ce qui est un vrai sondage, parce qu'en général, les gens qui sont dans les médias sont bien informés. Oui, oui, et ils sentent que ça va s'effondrer quand même. Ok. Pour autant, si vous devez synthétiser votre pensée, je vais vous interroger tous les quatre les uns après les autres. 2 arguments pour que le vote augmente dans cette population. À Paris, peut-être, qui pensent que un certain nombre de gens auraient intérêt à ne pas voter. Bah c'est trop tard, déjà, ils ont pris la carte. Alors, ça, on ne va pas les convaincre de grand-chose. Ceux qui n'ont pas pris la carte ne peuvent pas voter. Ça, c'est sûr. Mais on va dire, imaginons tous ceux qui se sont inscrits avant le 31 décembre 2016. Quels sont les arguments pour que ceux-là se mobilisent dimanche et expriment leur voix en démocratie? Là, en l'occurrence, il me semble que ce sera tellement serré qu'il faut y aller. D'accord. Ça, c'est un bon argument. Yves, est-ce que vous en avez un ou vous revenez? Non, enfin cet argument est excellent de ce point de vue-là, mais justement, je l'inverserai pour dire que justement parce que c'est serré, il est regrettable que des voix indécises puissent avoir un rôle décisionnel. Ok, merci. Charles? Je ne sais pas, j'ai habité longtemps aux États-Unis où 60% des gens ne votent pas, mais ils adorent en parler. Et quand je les croisais, je leur disais à tous, est-ce que vous avez voté? Alors ceux qui me disaient non, je dis, taisez-vous, votre opinion ne m'intéresse pas. Et ça les incitait à voter. Alors oui, si vous voulez participer au débat, allez voter. Non, merci. Effectivement, je pense que même si ce qui décourage pas mal de nos concitoyens, c'est qu'ils ont l'impression que leur vote ne sert à rien. Et le référendum sur l'Europe a été quand même une image catastrophique, je pense, dans l'opinion publique. Certains ne sont pas nés, hein. Ceux qui vont voter, souvenez-vous, c'est 2005, ils le savent, il y a 10 ans. Ils ont appris depuis quand même que les Français ont voté non et que leurs représentants après ont décidé que ce serait oui quand même. Bon, là, ça a été un déni grave qui fait qu'effectivement, pourquoi aller voter si mon vote, s'il ne plaît pas à la classe dirigeante, ne sera pas pris en compte? Je vous demandais un argument pour aller voter, non, l'argument est simple, il faut exprimer son opinion. Et l'exprimer, et je pense que quand même, cette fois-ci, il y a 11 candidats. C'est peut-être un peu trop. Mais n'empêche qu'on ne peut pas prétendre que personne ne trouve quelqu'un qui lui correspond un peu. On n'a pas un vote là. Et par rapport à l'Amérique... On n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas en Amérique, il y en a que 2. Il y en a 11. Alors, n'exagérons pas. Effectivement, oui, mais il y en a quand même 11. Les opinions exprimées peuvent s'exprimer. Un mot. Et alors, il faudra effectivement reconnaître le vote blanc, parce qu'on a le droit de dire ces mots-là ne me plaisent pas. Et l'exprimer. Un mot pour mémoire. Oui, Christian, la c'est vous qui allez finir. La procuration. J'ai demandé une procuration, c'est impossible, c'est scandaleux. J'ai demandé d'abord. C'est pas mon expérience. J'ai demandé les papiers déjà au ministère de l'Intérieur. On vous offre pendant 3 semaines, là je l'ai mis sur Twitter, on vous offre un formulaire qui ne marche qui n'est lisible, qui n'est téléchargeable que par Internet Explorer. Ni par Chrome, ni par rien. Ça a duré 3 semaines. Ils avaient commis une erreur. Ils avaient commis une erreur dans le papier CERFA, dans ce qu'on appelle le certificat d'authentification. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir accès à ce feuillet, ministère de l'Intérieur quand même, avec les 3/4 des browsers, des consultateurs Internet du marché. Déjà, premier scandale. Deuxième scandale, une fois que vous avez le papier, vous le remplissez, il faut aller dans une gendarmerie, ce que j'ai fait. Le gendarme est là, accablé, il en a marre, il a d'autres trucs à faire, il fait des photocopies, etc. À la fin, vous dites, si vous voulez... Non, parce que c'est moi qui dois le faire, et c'est lui qui doit envoyer. Il envoie à votre village
incroyable, c'est d'une lourdeur invraisemblable. Bref, Moi, j'ai un autre exemple qui est quand même très proche. Je connais quelqu'un qui veut voter. Une jeune Gérard, c'est vous qui finissez. Hein. Non, allez-y. Quelqu'un veut aller voter. Ouais. Elle n'a pas changé de commune. Elle habite dans la même commune. Elle a déménagé. Elle paie ses impôts dans cette commune. Ses enfants sont dans l'école de la commune. Et elle votait avec son ancienne carte. Et puis là, on lui dit, vous pouvez pas voter cette fois-ci, il fait la carte. Elle va se dire, en disant, je veux une carte, et ben, elle n'a pas pu se réinscrire, elle pourra pas voter. Alors, donc, pas vraiment un argument pour les mais si, je veux dire, ça explique quand même aussi une partie des abstentions. On ne facilite pas les gens qui veulent voter. S'ils ont été un peu négligents en Ajoutez à ça la mobilité. Ah non, c'est fini. Oh là là, c'est fini. La mobilité sociale. la parole. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, Christian. Pardon. De toute façon, merci beaucoup pour ce deuxième round. Et à tout de suite. Round 3 de notre émission Tête à Clash numéro 4. Le sujet, c'est la culture et la recherche, que franchement, j'ai trouvé extrêmement absente de cette campagne. Certes, campagne phagocytée par les affaires, mais quand même, pour la première fois, il me semble qu'on n'a pas vu de gens s'engager à la fois des personnalités éminentes de la culture et de la recherche aux côtés d'un candidat. Comment expliquez-vous ça? Et je vais vous donner d'abord la parole à vous deux, messieurs les scientifiques. Et Gérard, je vous cède la parole en premier. Scientifique, c'est beaucoup lire. Je ne suis que médecin. Et la médecine est un art qui s'appuie sur la science. Ce n'est pas de la science. Hein. Très bien. Donc, il faut faire un peu attention. Contact. Non, je pense que la recherche est malheureusement totalement, actuellement, dans les mains du privé. C'est très bien que les entreprises privées aient des centres de recherche, mais que le public n'ait plus des instruments de recherche indépendants et qui travaillent non pas à sortir quelque chose très vite, mais à la recherche fondamentale est absolument dramatique. Donc nous avons une disparition de la recherche publique en France qui s'explique d'une part par la rigidité bureaucratique, et aussi par le fait qu'on, contrairement aux États-Unis, ce sont les mâles dominants de l'espèce qui incitent les jeunes à chercher ce sur quoi ils n'ont rien trouvé avant. Donc on a du mal à progresser. D'accord. Bon, donc je pense qu'effectivement c'est un domaine important car c'est notre avenir. Mais notre avenir économique. Et comment expliquez-vous que personne ne s'y soit intéressé dans la campagne ? Parce que je pense qu'il n'y a plus parce que la plupart des candidats sont d'accord pour que la recherche soit dans les mains des grandes sociétés privées. Sachant que ces grandes sociétés privées ne s'intéressent pas à la recherche fondamentale. C'était votre premier point. Bien sûr que non. D'abord, la recherche appliquée. Dans les médicaments, c'est tout à fait clair. Les grandes avancées des pharmacies, ça a été à l'époque du sida, où il y a vraiment eu des progrès considérables. Mais si on regarde les médicaments du sida, qui génèrent quand même des bénéfices considérables, 80% d'entre eux ont été découverts par les instituts publics. Ces instituts publics étant incapables après de les commercialiser, ont vendu les brevets pour peanuts au privé. Et les grandes compagnies pharmaceutiques qui réalisent quand même les bénéfices les plus importants, c'est colossal. L'ordre de 20% du chiffre d'affaires, entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, à peu près aucune activité privée normale ne fait pas à jeu égal. Eh bien, celle-là, c'est uniquement du marketing. Donc, elles n'inventent plus rien. Elles utilisent ce que les micro-entreprises, les molécules que trouvent certaines petites entreprises, qu'elles rachètent. Et surtout, elles font du lobbying. Mais c'est pour ça que même si on trouve quelque chose sur les maladies rares, ça sort jamais, parce que c'est des maladies rares et ça intéresse personne. Non, c'est pas vrai. C'est plus vrai. Je m'excuse. Merci. Ça l'était vrai. Merci. C'était vrai, c'est totalement faux depuis quelques années. Car lorsque vous êtes classé, et d'ailleurs, on n'a que des maladies rares maintenant. Vous parlez du Téléthon et de ces mouvements-là qui ont donné de l'argent. C'est un peu d'argent, c'est une goutte d'eau par rapport. Il faut bien comprendre que le fait d'être étiqueté maladie rare vous donne un brevet qui est plus long et des prix astronomiques. Sous prétexte que ce médicament va donner que sur 100 personnes ou 300 personnes ou 600 personnes, on vous dit 15 000 € le mois. Ce qui était une manière de renforcer l'attractivité pour les laboratoires aussi. Qui est colossal, bien entendu. C'est une incitation. Alors, ça ne me gênerait pas si ces médicaments étaient efficaces. Mais comme ils sont sur des maladies rares, ils ont en plus l'autorisation de mise sur le marché accélérée. On leur demande pas de prouver qu'ils sont utiles pour les malades. On leur demande de prouver qu'ils sont efficaces sur la maladie. Alors, c'est totalement différent. Un médicament très efficace, par exemple, je veux tuer un parasite. Bon, j'ai un médicament très bien qui tue le parasite.
Mais ça ne veut pas dire qu'il va être bon pour l'homme, il va peut-être aussi tuer l'homme. C'est quand même un problème. Et je vous assure que dans les maladies... mais c'est vrai, on tue l'homme, on tue le parasite. On tue l'homme, on tue le parasite. C'est pour ça. Donc c'est pas parce qu'on est efficace sur une maladie qu'on va être utile aux malades. Et actuellement, le fait d'être maladie rare fait qu'on... Alors, le génétique a été formidable parce que toutes les maladies sont devenues des maladies rares. Parce que si vous étudiez du point de vue génétique, le cancer du sein, il y en a 200 formes. Il y a 200 marqueurs. Chaque version est maladie rare. Et à chaque fois, jackpot. Donc ce n'est pas vrai qu'on ne s'intéresse pas aux maladies rares. Je pense que ça a changé. Si on veut revenir quand même, c'est un autre débat qui est très intéressant. Sujet qui était l'absence de la culture. Je crois qu'effectivement, il y a une absence de la recherche dans le monde politique depuis longtemps. Il est sûr que le temps où Michel Debré était passionné par ça, et quand même, ça remonte à très longtemps, Chevènement également, mais depuis, il est clair que les hommes politiques ne s'intéressent pas du tout à cette question-là. C'est un problème, et c'est intéressant d'ailleurs à analyser. Pour moi, c'est un problème parce que la science, c'est la connaissance. Il n'y a pas de connaissance autre que scientifique. Et c'est un abandon d'une valeur extrêmement noble. D'une certaine manière, il y a une certaine forme de logique à ne pas s'intéresser à la science dans la perspective des hommes politiques d'aujourd'hui, par exemple de Macron. Pourquoi ? Parce que si vous reprenez la fameuse phrase de Macron... qui est pourtant philosophe... Non, mais songez à l'histoire de Macron en disant qu'il n'y avait pas de culture française. C'était faux dans le cas présent. Mais dans le domaine de la science, il n'y a pas de science française, il n'y a pas de science allemande. Il y a des sciences qui sont faites en France. Une science européenne. Non, mais non, il y a une inventivité scientifique européenne. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la science, par définition, c'est le règne de l'objectivité, et c'est effectivement totalement international et non nationalisé. Vous pouvez même dire, dans une logique à la Macron, qu'après tout, un médicament qui soit découvert aux États-Unis ou en France, c'est la même chose en termes de, pour le malade, c'est pareil, si le médicament est efficace, s'il ne l'est pas, c'est autre chose. Il y a plus de médicaments découverts en France. Et du point de vue du business, c'est aussi la même chose. Vous avez des industriels, Macron peut avoir un directeur financier d'un laboratoire, qu'ils vendent, qu'ils soient dans une filiale d'une entreprise américaine, d'une entreprise française, de son point de vue, lui, c'est la même chose. Du point de vue de la France, ce serait pas la même chose, parce que bien entendu, la gloire et les retombées ne sont pas les mêmes. Mais du point de vue de la logique économico-politique d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est ça qui explique pour vous le désintérêt des politiques. Non, je crois que finalement c'est un sujet international. Je crois que c'est un sujet qui est un peu en dehors. Les hommes politiques aujourd'hui sont guidés par des choses. D'une part, par une ligne idéologique que nous voyons bien, qui est les droits de l'homme, etc., etc. Là-dedans, la science n'existe pas. Et d'autre part, par des thèmes sociétaux qui également n'ont rien à voir avec ce que Jacques Monod appelait l'éthique de la connaissance. Donc c'est totalement en dehors de leur univers et ils veulent pas se casser les pieds avec ça. D'accord. Il y a des tabous, Je vais vous citer un nom, allez regarder sur Internet, puisque nous sommes sur Internet, tapez les mots Boston Robotics. C'est-à-dire c'est une société qui fabrique des robots à Boston. Ils ont 15 à 20 ans d'avance sur nos sociétés à nous du même genre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les blocages idéologiques imbéciles qui sont à l'œuvre partout chez nous depuis 10 ou 20 ans en la matière. Même, vous voyez, tous les commentaires européens disent c'est un cauchemar. Effectivement, vous voyez des robots d'une efficacité invraisemblable qu'on pourra envoyer partout dans la nature et dans la vie sociale dans le futur immédiat. Aux États-Unis, ils n'ont pas d'idées préconçues là-dessus. Ils réfléchissent et ils les font. D'accord. Chez nous, on réfléchit tellement qu'on ne fait rien. Voilà. Là, allez voir sur YouTube les robots Boston Robotics à l'œuvre, et vous comprendrez pourquoi nous sommes en retard en Europe. Nous avons trop de principes pour faire ça. Donc c'est une particularité européenne et donc française. Notre recherche qui fait que les politiques sont... En matière génétique, par exemple, je me suis occupé récemment, j'ai même écrit un livre là-dessus, du rapport entre la génétique et l'homosexualité. Ce rapport n'est pas du tout exclu qu'il existe, mais en France, en Europe, il est quasiment exclu par l'officialité qu'il existe. Aux États-Unis, ils cherchent, ils se préoccupent pas de savoir si c'est bien ou mal de chercher là-dessus, ils cherchent et ils vont finir par trouver. Enfin, reconnaissons qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, la situation est bien meilleure qu'en France. Notamment en biologie, c'est intéressant parce que si on prend le cas de la biologie et si on compare l'Allemagne et la France il y a 30-40 ans, incontestablement, la science en France était
bien plus développée qu'en Allemagne dans le domaine de la biologie. Aujourd'hui, il est incontestable que c'est exactement l'inverse. Alors, il y a des tas de raisons à cela. Je pense que l'une des raisons intéressantes et qui n'est pas sans rapport avec la politique, c'est le rejet par le monde politique de toute notion d'élitisme. Or, dans le domaine de la recherche, par définition, seule l'élite est intéressante. N'est pas le chercheur moyen qui fait peu de choses, c'est comme s'il faisait rien. Les seules choses qui comptent, ce sont les grandes découvertes. Et pourtant, en France, on est très fiers de nos mathématiciens qui ont plus de médailles. C'est exact. Là, on a une chance parce que ça coûte rien. Ouais. Il n'y a que de l'intelligence, c'est-à-dire un crayon. Non, il faut peut-être un ordinateur, mais c'est quand même pas grand-chose. Ça coûte rien. Tandis que la recherche biomédicale, elle commence à coûter beaucoup d'argent. À l'époque de Jacques Monod, ça coûtait relativement peu d'argent. Vous mettiez des bactéries en culture, ça coûtait rien. Aujourd'hui, le matériel est beaucoup plus lourd et par ailleurs, les équipes sont également beaucoup plus lourdes, notamment en génétique, il faut des collaborations de force considérables. Donc, il est clair que c'est la complexité qui fait que... Et Charles, quelle est votre opinion sur ce sujet? Pourquoi la culture, par exemple, pourquoi la voyez-vous absente de... Alors, on parlait de la recherche, là, mais si un peu de cocorico, si on va... J'avais envie d'écrire un livre il y a quelque temps, j'ai pas fait, faute de temps, mais si on regarde toutes les inventions françaises depuis la nuit des temps, on s'aperçoit que... Est-ce qu'on va dire qu'on était leader dans énormément de choses? Oui, on a profité de rien. Et on a profité... Et jamais... Alors, on invente... D'ailleurs, on a créé le cinéma, la photographie, l'aviation. Même l'aviation, allons-y, la mitrailleuse, le vaccin, enfin bon, bref, on a inventé tout un tas de choses. Simultanément avec les États-Unis pour la photographie et l'aviation. C'est vrai. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas le téléphone et il n'y avait pas toutes ces choses-là pour partager les choses. Donc les esprits étaient là et allaient dans le même sens. Ouais. Mais en France, le problème, c'est qu'on invente plein de choses. On est tout à fait à la pointe de tout ça. On est un pays avec une population qui est toujours en train de chercher, toujours en train de découvrir, améliorer, changer. Henry Ford le disait dans les usines. Mais le Français, une fois qu'il a trouvé, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire, alors il part un peu partout. Oui, mais il y a un vrai problème de découverte fondamentale. Aujourd'hui, je crois que c'est plus seulement ça. Je crois que la recherche fondamentale, en tout cas en biologie, vous êtes incontestablement, excusez-moi, mais est incontestablement en retard par rapport à ce qu'elle était une fois aujourd'hui. Moi, je parlais d'un sens large. Et chose très intéressante, les bons chercheurs français sont presque tous à l'étranger. J'allais y venir, je vous remercie de l'avoir dit. Mais je prendrai l'exemple d'Henry Ford, qui est le Fordisme, on ne va pas expliquer ça, mais qui disait, Henry Ford le troisième, parce que là aux États-Unis c'est comme ça, il disait les ouvriers français sont tout à fait extraordinaires, parce que aux États-Unis, vous avez un problème sur une machine, dans une chaîne de fabrication, on va arrêter la chaîne, on va analyser le problème, on va commander la pièce va arriver, on va remonter la pièce sur la machine, et la machine va se remettre en route, et la chaîne va se remettre en route. Bon, ça c'est très bien. Il expliquait que l'ouvrier français, lui, la machine se case, il va regarder, alors oui, il va commander la pièce, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver un trombone, un machin, un truc, pour que la machine se remette en route, et elle va se remettre en route. Il y a une forme d'ingéniosité, et ça devrait aller dans le sens de parler de la culture. On a ça en France, mais on ne sait pas le profiter, on ne sait pas en profiter, on ne sait pas le commercialiser, on ne sait rien faire avec. Il y a une autre chose quand même, et là on est dans la culture. Là je viens d'installer à Cachan, à côté, à l'École supérieure des travaux publics, un jeune homme, fils de facteur, qui a mené son petit bout de chemin dans des conditions très difficiles. Il est en train de devenir ingénieur parce que c'est la culture française qui veut ça, malgré les handicaps sociaux. Ceux qui ont vraiment quelque chose dans le c'est l'ascenseur social dont vous parlez. Oui, et ben ça marche encore, au moins pour les écoles scientifiques. Pour Normal Sup, non. Mais ça marche pour les écoles scientifiques. Ni pour les écoles de commerce. Voilà, on a une culture scientifique qui permet d'arracher un fils d'agriculteur à son destin préprogrammé afin d'en faire un ingénieur en travaux publics. Eh bien, ça, c'est véritablement une organisation sociale qui est la nôtre, une curiosité personnelle scientifique qui fait partie de notre fonds culturel européen. Vous observez le même genre de structure d'écoles scientifiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie. C'est la raison pour laquelle ils sont partout dans les labos américains. C'est des gens qui sont comme nous. C'est-à-dire, en fait, on a un tronc génétique mental qui fait que on cherche toujours des problèmes avant de les résoudre. Mais il ne faut pas oublier que ces grandes écoles qui sont très utiles, et l'ascenseur
sociale qui marche de moins en moins bien, ils sont complètement brimés au-delà. Parce que ces écoles font après un lobby absolu, et la bureaucratisation de grandes entreprises est catastrophique. Catastrophique. J'ai pas compris. Par exemple, mon jeune ingénieur là, de travaux publics, il a envie d'aller faire sa carrière. Déjà, il est en deuxième année. Il veut aller faire sa carrière au Chili. Je connais. Non, mais rien ne va l'empêcher. Non, pas ok. C'est-à-dire qu'il voit très bien que c'est fermé chez nous. Il a déjà prévu d'aller au Chili. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il puisse y aller. Mais oui, mais qu'il en ait le désir. C'est dommage. Bien sûr, c'est une perte de valeur. Direct. Bien sûr, c'est un investissement qui n'est pas profitable. Et les gens qui restent en France sont actuellement brimés par des phénomènes de réseau et de grandes écoles. Là, les grandes écoles sont très bien pour former les gens, mais sont très mauvais à cause de la bureaucratisation. N'oublions pas que les grandes écoles sont souvent financées publiquement. Donc on finance le génie local et puis il va profiter à d'autres. Oui, alors vous seriez plutôt favorable à des mesures qui obligeraient, je crois que c'est les polytechniciens qui sont obligés de payer un dédommagement. Non, ça n'est pas du tout efficace. Ça se faisait, et de toute manière, les entreprises, c'est rien du tout. Mais ça se fait encore, la BNP. Ça se fait encore, la BNP vous consent 20 000 euros dès que vous entrez à l'école. C'est la même chose. Non, il faut donner la liberté à nos scientifiques en France, à nos jeunes scientifiques, ceux qu'on sera en état de chercher, parce qu'on trouve en général jeunes. Jusqu'à 40 ans, après, on est capable d'administrer, mais pas vraiment d'inventer autant. On invente encore un peu, mais beaucoup moins. Et il faut qu'on leur donne les capacités qu'ils ont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas le patron qui va vous dire vous allez chercher là-dessus. Non. Et voilà, on vous donne 200 000 $, on vous donne 200 000 $, mais dans 2 ans ou dans un an, vous devez donner les résultats. Et on vous juge sur vos résultats. Si les résultats sont bons, on donne le double. En France, non. C'est votre patron qui vous dit cherchez là-dessus parce qu'il n'a pas trouvé. Et bien sûr, on a du mal à trouver. Très bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Dernière chose. Allez-y, je vous la donne. Une seule phrase. La culture. Pourquoi il n'a pas été question de culture pendant la campagne ? Parce que c'est un sujet qui fâche. Et c'est un sujet qui fâche pourquoi ? Parce qu'en Europe, c'est vraiment de quoi nous parlons. Mais qu'est-ce qu'on met dans la culture ? La culture, c'est la civilisation. C'est ce qui fait que les balcons sont soutenus par des femmes dépoitrayées. Et oui, c'est important. Partout, de Vilnius à la Sicile, chez nous, les balcons sont soutenus par des femmes au sein nu. Et c'est quand même l'emblème de la République française. Et les femmes au sein nu sont sur les boîtes de biscuits. Et ça fait partie de notre civilisation européenne. Et quand j'entends Marine Le Pen parler de la femme dans son discours récent, elle n'a pas fait mention de ça. Or, c'est de la culture. C'est de la culture. C'est pas du féminisme. Qu'est-ce qu'on met dans la culture ? Mais c'est ça. C'est fini. Merci beaucoup pour ce très riche débat. Merci beaucoup, messieurs. On va commencer la 4e partie dans quelques secondes. Bonjour à tous. 4e partie de Tête à Clash sur le sujet suivant. Qu'est-ce que c'est que le vote utile ? À quoi ça sert ? C'est ce qu'on entend dire là, ces derniers jours de vote avant les présidentielles. Le vote utile va être déterminant. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez à quoi ça sert le vote utile. Christian ? Ça sert à faire taire ceux qui voudraient penser autrement qu'utilement. Utilement, c'est-à-dire faire élire quelqu'un qui est plus ou moins consensuel. Donc c'est quand même avant tout un vote qui muselle les préférences personnelles. Et pourtant, le vote utile ou le consensus, c'est peut-être quelque chose qui manque à la France, si la France doit être changée, améliorée. Vous entrez dans la logique du bipartisme à l'américaine, du style, voilà, écoutez les petits, arrêtez, on a besoin... C'est le consensus qui tue la France. Voilà. Ok, c'est le consensus qui tue. C'est le consensus qui tue. Et le vote utile va dans le sens du consensus. Bien entendu, les sondages publiés partout dans la presse et le vote utile, ça tue le débat. D'accord. Et donc c'est tout à fait contraire à l'intérêt de la nation. Donc vous prenez le vote inutile ? Non, tous les votes sont utiles quand ils sont exprimés. Oui. Bon. Et après, il faut essayer d'imposer aux gens qui sont élus, qui ne sont pas forcément ceux pour qu'on aurait voulu qu'ils soient élus, de prendre des positions qui sont plus utiles aux citoyens. Ok. À l'heure du resserrement, là, on voit les sondages, même si certains d'entre vous doutent et de leur méthodologie et de leur intérêt, il n'empêche que les sondages indiquent un resserrement entre les 4 premiers. Et on envisage même un Marine Le Pen Mélenchon, un Fillon Mélenchon. Si vous me permettez, ces 4 premiers reviennent au bipartisme américain parce qu'il y a effectivement un camp du mondialisme et puis il y a un camp du souverainisme. Et donc on a 2 partis au lieu de 4. Autrement dit... Oui, on ne peut pas dire ça quand même, parce qu'on ne peut pas dire que Le Pen et Mélenchon soient exactement le même parti. Et à certains égards, je suis d'accord que c'est un peu le même... Je veux dire qu'il y a plus de proximité entre Mélenchon et Le Pen qu'entre Le Pen et Macron. Néanmoins,
c'est d'aller un peu loin que dire que c'est le même parti. Ce sont des familles de pensée qui sont... Oui. Marine Le Pen a raison de dire qu'il y a un débat entre souverainisme et mondialisme, c'est évident. C'est une manière de synthétiser les choses. Pour autant, le vote utile, à l'heure où les votes se resserrent, ou en tout cas les sondages resserrent les 4 finalistes, est-ce que c'est pas ça le vote utile, c'est de voter pour celui pour lequel on a envie de voter. C'est ça. Ce qu'on essaie de vous montrer dans les débats, dans les débats, c'est que le vote utile, c'est celui qui désigne celui ou celle qui est le plus capable de gérer les problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, le vote utile, c'est tout simplement aller voter déjà pour commencer. Ouais. Ça, c'est le sujet d'avant, mais ok. Déjà. Ensuite, il faut voter pour ses convictions. Alors, essayer de trouver quelqu'un dans le tas. Ceci dit, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'avec les primaires et nos 11 candidats, et les 2 tours que nous allons avoir, le vote utile, on n'a plus la fantaisie de faire des fantaisies au premier tour. Le premier tour, il sera utile, dès maintenant. Et ensuite, le deuxième tour, il est quasiment plié. Quels que soient les candidats. Quasiment. D'accord. Donc, le vote utile, c'est pour ça, au détriment de tous les petits, parce que le vote utile, c'est le premier tour aujourd'hui. L'autre chose aussi, dont on n'a pas parlé, et qui est important, c'est que vous parlez tous comme si c'était logique, comme s'il y avait une logique à dégager de tout ça. En fait, il y a notamment... À dégager de quoi, pardon, Christian, j'ai pas compris. Si le comportement des gens était facile à raisonner. On n'a pas dit ça? Non, si, en gros, c'est plié, ça veut dire qu'il y a des lois, qu'on applique les lois et on voit le résultat. En vérité, il y a quand même en France une spécificité très profonde qui est le désir de rompre cette harmonie préétablie. C'est le dégagisme dont vous parlez, Christian? Voilà. Il y a même à gauche, il y a une espèce de volonté d'en finir avec un monde trop vieux, trop corrompu. Et alors, je ne savais pas macroniste, alors. Non, mais c'est là qu'il faut analyser l'opinion. L'opinion en a assez, elle en a assez dans le sens de cassons le jouet, on verra bien ce qui en sort. Et ça, cette composante n'est absolument pas quantifiée par les sondages. On n'en parle jamais entre nous parce que c'est de l'illogisme. C'est contre le vote utile. Hein. C'est ça. Il y a une forme de suicide. Cette forme de suicide mérite d'être analysée, parce que pas de suicide, mais de tentative de changement. Mais je suis pas d'accord. Le fait de tout casser est utile pour certains. La tentative de suicide qui fait que vous passez 3 semaines à l'hôpital et que tout le monde vient vous voir et que voilà, vous repartez d'un bon pied. Au fond, la France. Le dégagisme, c'est pas une tentative de suicide, Christian. Mais pour certains, c'est un vote utile. Oui, tout casser pour tout recommencer. Pour certains, c'est un vote utile. Non, je rappellerai quand même que la République française est née de ce genre de changement. Et pour reprendre une image, c'est l'eau qui bout. On fait chauffer l'eau, Rien ne se passe jusqu'au jour où la marmite explose. D'autant plus qu'on a fermé le couvercle très précisément. Ce qu'ont fait les gouvernements depuis 30 ans. On a bloqué la justice, on a bloqué l'information, on a tout bloqué. Toutes les soupapes ont été fermées. Mais vous avez raison. Je reviens à Macron. Le couvercle malade. Est folle, elle est dangereuse. J'en reviens à Macron, là, le couvercle. Et donc vous êtes plutôt en faveur du dégagisme. Oui, mais alors, dégageons ceux qui étaient révolutionnaires. Oui, attention. Si vous avez aimé Hollande, vous adorerez Macron. Alors, quand le dégagisme, c'est celui qui était au pouvoir juste avant. Et si vous avez aimé Sarkozy, vous allez aimer Fillon, c'est ça? Pas forcément, parce que manifestement, ils n'étaient pas tout à fait d'accord toujours. Mais Macron et Hollande non plus, puisque l'un est parti. Non, c'est le fils qu'il veut. Le mythe de Macron partant est un mythe forgé par la gauche. Il ne faut pas le reprendre. Macron n'est pas parti. Macron s'est effacé. C'était à la fois organisé. Tardivement. C'est quand même avant tout un collabo du système socialiste qui fait semblant d'avoir claqué la porte. Qui fait semblant d'avoir claqué la porte. Donc vraiment nous. Non. Mais tout son début de campagne était payé par le ministère de l'Intérieur. La vapeur dont nous parlions, le fait que ça explose ou non, dépend de la qualité du couvercle. Le couvercle que le système a trouvé, c'est Macron. C'est un couvercle de très mauvaise qualité. Très fragile et qui, si la vapeur augmente, et là elle ne va pas cesser de le faire, jusqu'au dernier débat, le couvercle peut voler en éclats. Mais il n'y a plus de débat, c'est fini. Il y aura peut-être un débat entre les deux tours. D'accord. Alors je ne sais pas s'il sera finaliste, mais s'il est finaliste, il va s'effondrer, je l'ai toujours dit lors de la première émission, c'est un personnage qui n'a pas de fond. Bon, c'est la raison pour laquelle il n'aime pas les débats d'ailleurs. Oui, absolument. Ça, seul le débat d'entre-deux tours, on va se revoir avant ça. Raisonnement à l'envers, si on avait eu quelqu'un de fort, c'est-à-dire quand je dis fort, c'est vraiment un vrai acteur. Comme le vote utile, c'est quoi? Si on avait eu un tapis à la place de Macron... Ok, je vous ai cru macroniste, maintenant vous révélez tapis. Si on avait eu un tapis à la place de Macron, Tapie était remarquable lors de la commission d'enquête parlementaire sur ces histoires bancaires. C'est un vrai acteur. C'est incroyable. Donc si on avait eu... C'est un homme d'affaires. Comme défenseur du système, si on avait eu un type comme ça, là, il y avait un vrai danger. D'accord. Bon. Et donc, juste pour comprendre, le vote utile pour vous...
c'est quoi le vote utile, ça consiste à dire museau. D'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes contre le vote utile. Vous dites TV liberté, votez liberté. Non, mais c'est de l'intimidation. Absolument. Le vote utile, c'est de l'intimidation. Ça veut dire, attention, vous ne voyez pas les conséquences. D'accord. Du coup, effectivement, je vais voter pour le plus raisonnable. Okay. Et le plus raisonnable est rarement, en France, la raison a un certain plafond. Et le plafond, c'est la colère du peuple. Okay. Donc il faut désamorcer la colère du peuple d'une manière ou d'une autre. Si vous préférez que ce soit la rue, libre à vous. Continuez à fermer le couvercle. Ok, donc ne votez pas utile, votez inutile, ou votez en tout cas selon vos convictions. Voilà, et je dis que ce vote selon ses convictions est un vote utile. Ok, très bien. Oui, j'adhère effectivement à cette chose-là. J'ajoute d'ailleurs que cette notion du vote utile est particulièrement perverse, parce que l'un des défauts des journalistes vis-à-vis des hommes politiques qui se laissent piéger par ça, c'est de dire « mais vous croyez que cette opinion va passer auprès des gens ?» et au lieu de répondre ce que les hommes politiques devraient répondre, à savoir, je propose quelque chose, ceux qui sont d'accord votent pour moi, les autres ne votent pas pour moi, ils essaient de dire oui, parce que tout de même, etc. Et je crois que non. C'est la recherche du consensus qui les tue. L'homme politique devrait annoncer ce qu'il pense et puis accepter la sanction des électeurs. D'accord. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va finir cette 4e émission de Tête à Clash sur ces bonnes paroles. Je voulais vous remercier de votre présence, vous messieurs les nouveaux. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Merci de votre rapport à ce débat. Messieurs les anciens, relativement. Hein. Merci également de votre présence. Rendez-vous dans quelques temps, puisque nous nous reverrons dans l'entre-deux tours. Là, on aura le résultat et nous connaîtrons les deux finalistes. Nous verrons à quel point les sondages se sont trompés ou s'ils nous ont annoncé quelque chose de juste. Dans tous les cas, nous aurons de nombreuses choses à débattre. Et donc, rendez-vous sous peu pour Tête à Clash numéro 5. À bientôt.